Une île à la campagne par Éric Aracim. Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Proverbe 20:7. Une île à la campagne. En ce début d'été 76, une intense pesanteur culminait dans la majestueuse et historique salle Labrouste de la Bibliothèque nationale, où habituellement dans les travées de bois s'agglutinaient les lecteurs impatients de trouver une place assise. Sous les arcs-boutants, dont les colonnes formaient un semblant de forêt, le public terrassé par la suffocante chaleur avait déserté l'immense espace de consultation. Le silence requis pour l'étude des milliers d'ouvrages classés dans les hauts rayonnages était pour la première fois rompu par un escadron de ventilateurs mis en place par le personnel, qui vrombrissaient en chœur comme des moteurs d'avion. Les mesures prises par le conservateur pour rendre l'air respirable étaient totalement désuètes, au point que sur pression du puissant syndicat du livre, on avait autorisé le personnel à exercer son droit de retrait en prenant des congés anticipés, contrairement aux chauffeurs de bus parisiens qui s'étaient mis en grève pour la même raison. En enfreignant le règlement intérieur et au risque d'endommager certains documents précieux et fragiles, la direction avait décidé la distribution gratuite de bouteilles d'eau aux rares chercheurs et habitués qui avaient eu le courage de venir jusqu'ici. Parmi les quelques magasiniers et bibliothécaires encore sur place, Gisèle était toujours en poste, incapable de se concentrer sur la rédaction de ses fiches de classement. Sa tête s'inclinait en avant vers son plan de travail, soumise aux caprices de somnolence régulières et saccadées contre lesquels elle tentait de résister. 17 ans passés dans ce lieu de recherche l'avaient pourtant habituée à toutes les conditions climatiques et aux contraintes liées au métier. En sa qualité de surveillante de salle, elle se devait de rester statique, prenant exemple sur les gardiens de musée, subissant les importants écarts de température entre les saisons, les fuites d'eau provenant des immenses verrières fissurées et les multiples courants d'air qui occasionnaient parfois des claquements de porte faisant sursauter régulièrement les lecteurs. Cette fois-ci, on avait battu tous les records météorologiques. La France entière souffrait de conditions climatiques extrêmes. Malgré son sens des responsabilités et le sérieux avec lequel Gisèle exerçait son métier, elle trépignait pour la première fois à l'idée de quitter cette vénérable institution afin de prendre le large et particulièrement des congés tant attendus pour rejoindre comme chaque année ses parents adoptifs et son frère dans la Drôme. Dès le matin, elle comptait les heures, puis les minutes et enfin les secondes, pour pointer une dernière fois dans l'année son temps de travail, interrompu par ce qu'elle nommait, telle une gamine impatiente, les grandes vacances. Par la moiteur de son corps, son corsage fleuri et sa jupe lui collaient à la peau comme un second épiderme. Son cuir chevelu ruisselait au point qu'elle fut dans l'obligation de s'imposer une certaine distance physique avec chaque document pour ne pas les maculer de gouttes de sueur. La bibliothèque était devenue une fournaise et le seuil critique pour la conservation des documents était largement dépassé. Les thermomètres frôlaient les 36 degrés Celsius et l'hygrométrie était au plus bas au point de mettre en danger les collections et particulièrement les reliures de cuir ainsi que les étagères de bois dont on entendait les soudains craquements. Les rares usagers étaient au bord du malaise. D'un point de vue professionnel, Gisèle Giorda était fière d'avoir gravi tous les échelons au sein de la bibliothèque, malgré son échec au concours de l'école des chartes. Sa discrétion et sa timidité ne l'empêchaient pas d'être respectée par l'ensemble de ses collègues qui souvent essayaient de la faire sortir de sa réserve en se risquant à blaguer avec elle par de courtes histoires assez lourdes et cocasses dont elle ne percevait aucunement le trait d'humour. Il s'agissait d'une sorte de stratégie d'intégration, à l'instar de ces rituels étudiants nommés communément bizutage. Gisèle était perçue comme une fille austère, qui, du haut de son mètre 54 et de ses 37 ans, ressemblait en tout point à ces vieilles bibliothécaires à la carrière interminable, expertes en tout et au CV bien garni, que l'on pouvait encore croiser dans la pénombre des réserves, poussant avec une lenteur déconcertante des chariots pleins de feuillets et documents poussiéreux. Les employés de la Bibliothèque nationale formaient une grande famille.
c'était comme une sorte de fourmilière ou de ruche, au point que l'on ne percevait aucunement les relations hiérarchiques entre les membres du personnel qui travaillaient dans un système d'organisation bien rodé. Dans cette corporation assez fermée, tout un chacun connaissait exactement les tâches et les missions qu'il devait exécuter chaque jour. Pour y être intégré, il fallait réussir au préalable ce rite de passage qu'était le certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire, à défaut de rester stagiaire à vie sans progression de carrière. Au quotidien, les échanges professionnels se résumaient à de brèves notes manuscrites, sortes de consignes associées à la désignation des diminutifs ou de surnoms inscrits sur un grand planning dans la salle de repos. Tous les matins, les bibliothécaires donnaient des ordres écrits aux magasiniers pour le rangement des ouvrages que les lecteurs laissaient la veille en tête de travée. Puis ils s'enfermaient dans d'étroits bureaux sans fenêtres, tels des moines dans leurs cellules, afin de taper toute la journée à la machine des fiches cartonnées pour l'indexation des ouvrages. Gisèle Giorda avait été affublée de manière ironique du surnom ridicule de Gigi, peut-être un clin d'œil à la chanson créée 1 an auparavant pour la chanteuse italienne Cristina Gigliotti, plus connue sous le nom de Dalida, pour mieux lui rappeler comme elle ses origines calabraises et surtout sa condition modeste de fille de paysan. Gigi était donc son surnom professionnel, alors que ses amis et sa famille l'appelaient tout simplement et naturellement avec respect de son prénom de naissance, à savoir Gisèle. Il était 11h45 à sa montre qui était précisément réglée d'après l'imposante horloge qui surmontait la porte d'entrée de la bibliothèque côté cour, donnant sur la rue Richelieu, mais que personne dans la salle d'études ne pouvait voir sans être dans l'obligation de sortir pour prendre l'air. Habituellement, dans cette cour d'honneur, on voyait défiler des multitudes de jeunes chercheurs, d'élèves de grandes écoles parisiennes ou de vieux professeurs d'université affublés de lourdes sacoches de cuir. En ce début du mois de juillet, la cour était déserte, et seul le concierge dans sa guérite avait le temps de lire d'anciens numéros de Paris Match qu'il essayait de commenter avec les quelques usagers de passage, peu habitués à ce genre de littérature en provenance des kiosques de gare. Enfin, il était midi et on entendait retentir au loin, émanant d'une caserne voisine, une sirène qui annonçait aux Parisiens la gravité de la situation, comme pour mieux simuler une alerte en temps de conflit ou de crise majeure. Cela rappelait également les sirènes des sorties d'usine du côté de Boulogne-Billancourt ou de Gennevilliers. Mais la Bibliothèque nationale n'était pas ce genre d'établissement où l'on fabriquait un quelconque objet mécanique ou de haute technicité. Ici, dans cette manufacture de l'esprit, à défaut de produire à la chaîne, on diffusait les savoirs du monde au plus grand nombre, et Gisèle en était fière. Au son de cette lugubre alarme qui lui rappelait les angoisses qu'elle avait ressenties pendant la guerre, dans la cour de la ferme familiale près de Valence, sous la menace de bombardements aériens, elle rangea son bureau, laissant quelques instructions écrites à sa collègue, une jeune stagiaire prenant la relève durant son absence. Ayant remis sa veste par pudeur et coquetterie, malgré cette accablante chaleur, Gisèle salua une dernière fois ses collègues, leur souhaitant de passer d'agréables moments en famille. Elle se dirigea vers la rue Richelieu qui, pour une fois, n'était pas encombrée par l'intense circulation des véhicules qui défiguraient quelque peu ce magnifique quartier historique au cœur du 2e arrondissement de Paris. D'un pas alerte et décidé, Gisèle s'empressa de rejoindre le vieux bistrot de la rue Richelieu où elle avait l'habitude de déjeuner régulièrement tout au long de l'année. Les rues alentour étaient vides et d'un calme pesant, qui évoquait les ruelles de La Roche-sur-Grane, son village natal.